Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine, à InfoTémis, plus de 180 inscriptions pour le tournoi de billard du Motel Louise, campagne de sociofinancement pour la Témiscamienne Gabrielle Gingras, nouvelles expositions à voir à la Galerie du Rift et un duel épique entre les pirates et les titans. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. Les 25, 26 et 27 janvier dernier, le Témiscamingue accueillait certains des meilleurs joueurs de billard de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Ontario. Avec plus de 180 inscriptions, cela en fait le deuxième en importance au Québec. Cela demande un effort considérable comme organisation, puisque le tournoi se tient à la fois au Motel Louise ainsi qu'à l'École Saint-Gabriel, où une quinzaine de tables sont installées. Il a commencé avec le Motel Louise. Ils ont décidé de faire un tournoi de billard. Fait qu'on avait loué une petite salle qui était justement à côté de la SAQ. Là. On avait un petit local qui était à environ de 100 joueurs autour de ça. Suite à ça, ça a pogné, ça a marché. Fait que M. Luc Delorme qui a commencé à monter ce tournoi-là avec le Motel Louise. Puis ainsi de suite, les gens se sont parlé, ça a continué. La percussion, tout le monde a voulu dire « Ah, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer ». Fait qu'on grossit, on rajoute des tables, on grossit la place. C'est à peu près comme ça, c'est parti. C'est très long. C'est beaucoup de travail, mais c'est super plaisant parce qu'on a l'organisation est super bonne. Avec les années, on prend beaucoup d'expérience. Là, cette année, on essaie la fameuse catégorie Open qu'on n'avait pas avant. Donc, on espère que ça va faire un bon show aussi pour les joueurs, les spectateurs qui viennent nous voir. L'organisation pour les joueurs, ça va assez bien parce que ça, on a des charters, des propriétaires de chartes qu'on appelle, avec l'Abitibi. Avec l'Ontario, on a des gens qui partent de North Bay, Sudbury, Toronto, suite à ça, Rouen, Amos, etc. Ces gens-là, on se parle tous ensemble, ils créent les joueurs de leur charte. Fait qu'ils nous les amènent, ils nous les présentent avec des moyennes, des statistiques, etc. Mais nous, on les classe site. Puis suite à ça, on monte les tables en conséquence qu'on a besoin pour le nombre de joueurs. J'aime que ça soit proche de chez nous. C'est un tournoi qui est à 1h15, 1h30 de chez nous. Moi, j'habite à Rouyn-Noranda. Fait que, puis j'aime le monde aussi qui viennent jouer. Le calibre est très bon. Puis je te dirais que aussi l'organisation est très bonne. Et tout l'argent qui est mis dans le tournoi est remis à tous les joueurs. Ils ne se prennent pas d'argent. Fait que c'est vraiment cool pour ça. La majorité des tournois se fait toujours en équipe, mais celui-là, il est vraiment, vraiment juste individuel. C'est sûr que, je vais être honnête, je vais le dire, la bourse, ça attire les gens pas mal. Mais on a vraiment une belle organisation. La place est super belle. L'endroit, les gens ils aiment beaucoup l'endroit. On a beaucoup d'espace. Les gens sont libres quand même. Puis c'est une belle organisation. À toutes les années, il y a toujours des nouveaux joueurs qui s'inscrivent. Présentement, il y a des joueurs de Toronto, de Sudbury, des joueurs de North Bay. Mais on se connaît pas mal tous. C'est un petit milieu. Là. Le bassin, dans le tournoi, il est à peu près à partie égale, un tiers, un tiers, un tiers, de l'Ontario, du Témiscamingue et de l'Abitibi. C'est le fun parce que tu vois du nouveau monde, puis beaucoup de sociable. Une grosse fin de semaine quand même qui nous attend, surtout si tu te rends loin. L'ambiance. Il y a une bonne ambiance à Ville-Marie, puis le monde est sympathique, puis c'est très bien. Le tournoi consiste à une double élimination. Il se présente, il y a un adversaire, il gagne un premier match. Tant qu'il gagne, il continue. S'il part sur un autre côté, qui est côté gauche. Fait que c'est des brackets de 32 en général. Puis suite à ça, à deuxième élimination face à son adversaire ou l'adversaire qui adonne à cette position-là, il est éliminé. Suite à ça, le bracket rapetisse, et etc. On va aller chercher un gagnant quelque part. C'est sûr, c'est intéressant d'affronter des nouveaux joueurs. Moi, je suis dans la classe la plus basse des débutants. C'est mon premier tournoi, comme je l'ai dit. On ne sait pas à quoi s'attendre vraiment. Alors que je sais que dans les autres classes, il y a un de mes copains qui joue dans des autres classes, puis là, c'est du gros jeu. Il faut faire attention, il faut être bien prudent. Parce qu'il y a plusieurs classes. On parle de 7 divisions.
Puis cette année, on a créé une division additionnelle qui est le Open. C'est une classe ouverte pour les plus gros joueurs. Ils se racontent entre eux autres. Puis là, on va savoir c'est qui le meilleur. Là. Mais dans les autres classes, les gens montent automatiquement de classe. Quand l'année d'avant, ils ont gagné une première position, ils montent d'un grade. Fait qu'il faut qu'ils prouvent leur place encore. Parce que moi, je suis dans la classe du bronze B. C'est quand même une classe quand même assez forte. Des gros joueurs, faut que tu fasses attention. Tout peut jouer sur une table, malgré tout, même si tu prends un gars plus fort que toi, ça veut pas dire qu'il va te faire battre. Ça prend la petite passion. La petite passion, quelqu'un qui l'a va devenir un bon joueur de billard, mais les gens ici sont de même. Ils adorent ça. Ils se pratiquent. On en voit qu'ils se pratiquent beaucoup pour devenir meilleurs. Puis à date, on a les résultats, on les a ici. Parce que c'est tous ces meilleurs-là qui sont ici. La pratique. Beaucoup de pratique. Un petit peu de courage, puis de la patience. Puis, comment je te dirais bien ça, donc? Faut que t'aimes jouer au pool. Faut que t'aimes jouer au billard. La pratique. C'est de la pratique, de la répétition. Aussi, jouer avec essayer de jouer avec quelqu'un de meilleur que toi. Ça, si tu joues avec quelqu'un de meilleur que toi, tu vas être capable de finir par être à son niveau un jour. Mais si tu joues toujours contre des joueurs plus faibles que toi, ça va être difficile de monter de calibre. Une bonne concentration, un bon mental. Faut pas que tu te laisses marcher pas te laisser marcher ses pieds un sens. Faut que tu te concentres. Ça prend du talent, oui, mais c'est beaucoup mathématique, puis ben du calcul. Faut avoir du plaisir, beaucoup de plaisir. Puis c'est sûr que plus que tu fais des tournois, plus que tu es capable de t'améliorer aussi. On a beaucoup de joueurs de pool qui font des tournois à l'extérieur. Mais ce tournoi-là ici, ça donne une belle opportunité d'essayer quelque chose de nouveau. On a 184 inscriptions en fin de semaine. Fait que c'est le deuxième plus gros au Québec en tournoi simple. Fait que c'est un peu ça. L'autre, il est à Québec même. Fait que suite à ça, plus qu'on va en avoir, plus qu'on va être gros, on va être les premiers à un moment donné. La Témiscamienne Gabrielle Gingras, étudiante en cinéma à l'Université Concordia, est sur le point de réaliser un court-métrage pour lequel elle a lancé une campagne de sociofinancement. Son film Le Déluge, inspiré par l'histoire de sa propre mère, racontera l'histoire de Sylvie qui, vers la fin des années 90, vit sa première journée de travail dans un bureau d'assurance morose et conservateur. C'est un jury qui procédait à la sélection des films à être réalisés dans le cadre du baccalauréat en cinéma et celui de Mme Gingras a été sélectionné. Il ne reste que quelques jours pour faire un don afin d'appuyer une réalisatrice de la région dans ce projet de carrière. Si vous désirez faire un don, nous avons partagé le lien sur notre page Facebook. Voici plus de détails avec la principale intéressée, Gabrielle Gingras, que nous avons joint par FaceTime. Dans mon programme à l'université en film production, on a un cours qui s'appelle Filmmaking 2, c'est en deuxième année. Puis dans ce cours-là, on fait la première session, on doit construire un film, écrire un scénario. Puis à la toute fin de cette session-là, il y a un jury de 3 personnes qui sont complètement externes au programme, qu'on ne connaît pas du tout, puis c'est la prof qui choisit. Puis cette année, dans mon groupe, on était 12 à postuler, puis il y a 5 films qui ont été sélectionnés. Donc, si ton film a été sélectionné, comme c'est le cas pour mon film, bien, par la suite, dans la deuxième session, qui est la session dans laquelle je suis en ce moment, tu réalises ton film. Donc, ce qui est vraiment super avec l'école, c'est que ça me permet d'avoir une grosse équipe avec moi, en fait, parce qu'on est 14 dans notre groupe. Donc, moi, je suis la réalisatrice, puis après ça, chacune des personnes a un poste particulier dans le film, fait que ça fait vraiment un gros projet collectif. Là, fait que c'est vraiment cool. Et c'est quoi les critères, dans le fond, pour qu'un film soit sélectionné? Le jury se basait beaucoup sur l'originalité puis la faisabilité, parce que même si on est des jeunes en devenir dans le milieu du cinéma, ben il faut quand même que ça soit faisable, qu'est-ce qu'on peut faire. Des fois, on a des ambitions qui sont un petit peu plus grandes que nos capacités. Donc, c'est sûr qu'ils regardaient ça aussi. Donc, là, c'est beaucoup de... Si tu avais comme 14 lieux de tournage, c'est sûr que c'est un petit peu difficile à tourner. Surtout qu'on est limité dans le temps. En fait, on a 4 jours de tournage pour faire un court-métrage d'à peu près 10 minutes. Ça a l'air beaucoup, mais c'est quand même vraiment rapide, en fait. Là. C'est en moyenne 10 plans par jour. Donc, c'est quand même beaucoup de temps et tout. Fait qu'il se basait beaucoup là-dessus, puis bien sûr, l'originalité, le contenu de l'histoire, puis pourquoi est-ce que toi, comme réalisatrice, tu étais la personne désignée pour faire ce film, en fait. On parle d'un ratio de combien de films qui ont été déposés versus ceux qui ont été retenus? C'est un petit peu moins que la moitié. On était, comme j'ai dit, on était comme 12 à postuler, puis il y en a 5 qui ont été choisis. Mais ça, c'est seulement dans ma classe, en fait. Parce qu'il y a 4 classes de filmmaking, je crois. Puis moi, je suis en fiction. Il y a 2 classes de fiction. Il y a une classe de documentaire puis une classe expérimentale.
Puis dans chacun de ces cours-là, il y a au moins entre 5 et 6 films qui ont été choisis. Ça dépend toujours du nombre de personnes qui étaient dans la classe. Comme moi, il y a des gens dans mon groupe qui ont décidé de ne pas postuler non plus parce que c'est pas la réalisation qui les intéresse. C'est davantage la DOP ou la direction artistique ou le son, etc. Donc, c'est vraiment à ta guise. Et ben parle-nous donc un peu de ton film, le scénario et tout. Ben, en fait, mon film, c'est une comédie dramatique sur la condition féminine dans le milieu du travail. Puis j'axe sur la comédie parce que c'est vraiment un genre que j'apprécie beaucoup. Puis j'aime les comédies qui abordent un sujet quand même plus sérieux, mais qui passent quand même un message qui reste important. Puis c'est inspiré en fait de l'histoire de ma maman parce qu'elle a vécu une situation similaire lorsqu'elle était au travail. Puis je veux pas voler le punch de mon film. Fait que je vais pas en dire davantage, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment une comédie qui est vraiment axée sur le malaise puis sur la personnalité qui est vraiment très exagérée puis très caricaturale de mes personnages. Puis je me suis un peu inspirée je me suis pas tant inspirée, mais j'ai beaucoup aimé la série The Office. Puis puis dans cette série-là, le malaise est vraiment, vraiment important. Fait que me suis un peu inspirée de ça pour ça. Puis sinon, pour mes personnages, je me suis un peu inspirée de gens que j'ai croisés dans ma vie, puis je les ai un petit peu exagérés. Et bon, ben c'est une histoire qui est personnelle parce que ça parle de ta mère. Est-ce que pour toi, tu puises souvent dans tes histoires personnelles comme ça? Ouais, c'est principalement ça que je fais. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte aussi que tu es un artiste dans un sens, parce que si tu es capable d'exprimer qu'est-ce que tu vis. Puis, l'expérience humaine est universelle, je crois. Puis je pense que si tu vis quelque chose puis tu es capable de l'exprimer, ben il y a probablement plusieurs personnes qui vont se rejoindre à ton histoire puis qui vont se reconnaître là-dedans. Donc, ouais, vraiment beaucoup. Puis que ce soit de mes expériences personnelles ou ma famille ou mes amis, je puise mon inspiration sur tous les gens qui m'entourent. Le film, dans le fond, tu dis que c'est très féministe comme film. Est-ce qu'en cinéma, le féministe, c'est trop ou pas assez abordé? Ça dépend toujours de comment c'est abordé, en fait. Mais je pense pas qu'il y en a trop. Et puis je pense pas qu'il y en a assez non plus. Il faut juste trouver un juste milieu, mais il y a vraiment beaucoup de festivals qui se créent par rapport aux films féministes, puis il y a de plus en plus d'organisations puis de places qui sont laissées aux femmes dans le milieu du cinéma, puis ça, c'est vraiment super. Fait qu'on commence à comme monter et tout. Fait que non, je pense pas qu'il y a trop de place à ça. Il y a tellement eu un creux pendant plusieurs années que c'est normal qu'à un certain moment, il y a un boost, puis c'est juste pour le mieux. Puis est-ce que c'est un créneau que tu veux adopter spécifiquement ou en fait, là, celui-là est féministe, ben en fait, tu pourrais te promener un peu à travers d'autres sujets? Ben, je pense que peu importe ce que je vais faire, c'est sûr que le féminisme va porter mes films parce que je veux dire, pour moi, le féminisme, c'est juste, si t'es une femme puis tu crois en tes droits puis en tes capacités puis à être reconnue pour ce que tu es réellement, ben, je pense que peu importe ce que tu fais, ça reste féministe. Donc, je pense que ça va suivre, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui m'inspire parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, puis c'est quelque chose aussi qui m'habite puis qui me suit dans ma vie de tous les jours aussi. Donc, je suis pas mal sûre que je vais continuer à faire des films féministes, mais genre, ça peut être un film qui est comme considéré féministe ou ça peut être juste un film qui aborde des valeurs féministes ou, c'est pas nécessairement, un film n'est pas nécessairement besoin de parler de féminisme pour être féministe. Et ben là, évidemment, en ce moment, tu es en plein sociofinancement pour réaliser ce film-là parce que oui, il y a certains frais qui sont financés par l'école, mais il y a aussi d'autres frais. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu de combien d'argent tu as besoin et pourquoi. Ben, c'est ça. Donc, dans le fond, avec l'université, ben, c'est vraiment une belle opportunité parce que l'université me donne l'équipement, en fait, me prête l'équipement nécessaire. Puis ça, c'est quand même un bon montant d'argent, tout ce qui est caméra, éclairage, puis tous les autres accessoires qu'on a besoin. Puis, ce qui coûte beaucoup cher aussi dans un film, c'est souvent les salaires. Puis, puisque c'est mes collègues de travail, puisque c'est considéré comme un travail d'université, ben, je les paye pas, puis ils font ça de leur plein gré. Ils vont être payés en crédit d'école. Ils vont être payés en expérience, puis puis c'est ça. Fait que ça, c'est correct, puis tout le monde est bien d'accord avec ça. Mais dans le fond, tout le reste vient de ma poche. Donc, puis un court-métrage, même si ça dure pas longtemps, c'est quand même,
cher à faire, là. Donc, un long métrage, c'est vraiment très, très dispendieux. Mais ce qui coûte vraiment cher, c'est surtout la nourriture, en fait, parce que j'ai 2 jours de tournage. Puis, faut que je nourrisse une équipe de à peu près 25 personnes avec tous les gens à l'extérieur qui m'aident, puis mes acteurs aussi. Donc, nourrir 25 personnes 3 fois par jour, c'est quand même beaucoup d'argent. Puis puisque je paye pas mes acteurs, je paye pas personne, c'est la moindre des choses que la nourriture soit de bonne qualité. Ça soit pas juste une craft dinner ou quelque chose comme ça. Puis sinon, tout ce qui est comme pour la post-production aussi, tout ce qui est disque dur, tout ce qui est montage aussi, pour la musique aussi, si je veux avoir besoin de quelqu'un ou quoi que ce soit. Puis aussi tout ce qui est la logistique de transport aussi, il faut que j'ai une vanette pour transporter l'équipement, pour aller chercher les acteurs, pour aller chercher mon équipe technique parce que mon tournage, c'est beau au centre-ville de Montréal, un petit peu plus loin, donc le transport vient avec aussi. Puis tout ce qui est la direction artistique aussi, c'est vraiment une grosse partie du budget parce qu'il faut tout ce que je prévois les costumes, tout ce qui est décor, maquillage et coiffure. Donc ça aussi, c'est un gros montant d'argent qui est mis là-dessus. Et justement, tu as mentionné tes acteurs, ils travaillent tous gratuitement, mais j'ai quand même vu qu'il y a certaines comédiennes qui sont déjà annoncées, qui sont assez connues, là. Ouais, ben c'est ça. Ben en fait, c'est j'ai créé à des agences de casting, puis je regardais sur les sites voir les actrices et les acteurs qui m'apparaissaient fonctionner avec mes personnages. Puis justement, j'ai demandé ça à une de mes actrices principales parce que c'est une actrice professionnelle, puis elle m'a un peu parlé de ça parce que moi, dans ma tête, je me disais, j'ai un court-métrage étudiant, c'est sûr qu'il n'y a aucun acteur professionnel qui va vouloir travailler avec moi, mais en fait, elle a dit qu'ils sont quand même vraiment très ouverts à ça, puis s'ils accrochent au scénario, puis si le projet les intéresse, ça leur fait plaisir parce que au final, on sait jamais c'est qui dans 5-10 ans qui vont être dans le milieu du cinéma. Donc, si tu as l'opportunité de travailler avec quelqu'un puis que le projet t'intéresse, ben, c'est avantageux pour les deux. Il y a Carmen Sylvestre, qui est quand même connue, qu'on a vu dans Les Détestables. Il y a aussi Sariane Cormier qui va jouer le rôle d'Annie, qui va jouer le rôle de ma mère, en fait. Elle a joué dans 19-2, principalement. Puis, pour ce qui est de Sylvie, c'est Jasmina Parent. Elle, c'est une actrice aussi, mais qui est aussi une étudiante en film production à Concordia également. Elle est en 3e année, excellente aussi. Elle a joué dans quelques séries à Rock TV, des séries jeunesse. Puis, sinon, mes acteurs masculins que j'ai pas mis dans la campagne de financement parce qu'à ce moment-là, je les avais pas obtenus. Mais pour ce qui est de mes 2 rôles masculins, il y a Patrick Renaud, qui est aussi un excellent acteur qui présentement se concentre principalement à faire des ateliers d'acting, puis vraiment axé sur la profession d'acteur. Puis sinon, Maxime Cormier aussi, qui est vraiment un très bon acteur, puis qu'on voit beaucoup dans des courts-métrages, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs puis d'actrices qui se concentrent principalement sur les courts-métrages aussi, parce que c'est comme une petite bulle, puis ça dure pas longtemps, puis c'est souvent des belles expériences, fait que les acteurs aiment beaucoup ça en général. Maintenant, j'aimerais que tu me parles un peu, c'est quoi l'utilité et l'impact quand on réalise des films comme ça dans un contexte scolaire? Ben, c'est sûr que c'est comme mon ambition en fait dans la vie, ça serait de devenir réalisatrice. Donc c'est sûr que de le faire à l'école, ça donne une bonne opportunité de savoir si c'est vraiment ce que je veux faire, puis de 2 si ça me donne juste de l'expérience de plus en fait, puis ça va juste me faire en sorte que je vais être plus confiante de le faire dans le milieu professionnel, puis aussi quand il y aura beaucoup plus d'argent qui va être en jeu aussi. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est ce qui est vraiment bien de l'école en ce moment, c'est que ça me permet de me former puis d'apprendre sans nécessairement me ruminer à faire le film. Donc, non, c'est sûr que l'impact est quand même grand. Puis, mais de toute façon, je réalise mon film cette année, mais je travaille aussi sur les films des autres. Puis, j'ai l'occasion d'apprendre différents rôle aussi dans le milieu du cinéma, puis c'est super utile aussi parce que j'aime beaucoup la réalisation, mais juste être sur un plateau de tournage puis avoir une responsabilité X sur quelque chose, c'est quand même vraiment cool. Fait que peu importe, même les gens de ma classe, même ceux que leurs films n'ont pas été choisis, tout le monde est vraiment content de juste apprendre à être un jour devenir professionnel. Puis est-ce que ce film-là, t'as quand même l'intention de l'envoyer dans des festivals? Ouais, Est-ce que ça va te servir un peu de carte de visite aussi là, pour ton portfolio? Ah, ben, ça, c'est certain, là, parce que l'équipement que l'université me donne, c'est quand même des équipements de très bonne qualité. Donc, mon film, même s'il est étudiant, si tout se passe bien sûr, va quand même avoir un look qui paraît professionnel ou semi-professionnel. Donc, c'est sûr que je l'envoie dans les festivals, ça je sais déjà. Parce que les festivals, c'est vraiment la parfaite occasion de faire découvrir ton film puis de rencontrer des gens. Puis,
c'est vraiment des beaux moments. Puis il y en a vraiment beaucoup au Québec, des festivals pour les courts-métrages, puis il y en a même aussi un petit peu à l'extérieur aussi. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais certainement faire avec mon film. Pour en revenir à ton sociofinancement, parce que là, dans le fond, on est à moins d'une semaine là, de la réalisation du tournage. C'est quoi l'objectif? Puis, qu'est-ce qui va arriver si jamais tu n'atteins pas ton objectif? En fait, j'ai choisi de prendre la plateforme Indiegogo parce qu'elle me permettait de récolter quand même l'argent que j'ai reçu, même si je n'atteignais pas mon objectif. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes de financement participatif qui fonctionnent de cette manière-là. Mais moi, j'ai mis le budget que j'avais évalué de mon film. Probablement que mon film va me coûter un petit peu moins cher que ça, mais c'est toujours mieux de surévaluer son budget pour avoir une bonne surprise plutôt qu'une mauvaise puis payer plus que tu devrais avoir. Mais c'est ça. C'est principalement pour ça que j'ai pris cette plateforme-là parce qu'elle me permettait de récolter l'argent sans nécessairement avoir l'objectif. Et dans le fond, moi, ce que j'ai fait avec ça, le but, c'était de voir la réaction des gens, en fait, puis de voir si les gens étaient intéressés à me financer. Puis là, la réponse est quand même vraiment très bonne. Je suis vraiment contente de ça. Donc, l'argent, je vais recevoir l'argent d'Indiegogo le jour même où est-ce que la campagne s'est finie. Donc, ça va à la fois servir d'argent qui va servir directement dans mon film en production ou de rembourser ce que j'ai déjà acheté auparavant. Donc là, jusqu'à date, là, ça va bien, la campagne? Comment ça se passe? Ben oui, ça va vraiment bien. Il y a vraiment une bonne réponse des gens. On a quand même ramassé un bon montant d'argent sur la plateforme Indiegogo, mais aussi personnellement à Noël, surtout de ma famille et des gens proches de moi qui m'ont donné de l'argent aussi. Puis récemment, ben c'est vraiment super, mais le Provigo de Ville-Marie, le Provigo de Denis Millet, a accepté de me commanditer pour mon film, pour la nourriture, puisque c'est comme quand même un gros morceau de ce que je vais payer. C'est vraiment super. Je suis vraiment contente de ça. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est ma mère qui fait la nourriture pour mon film. Donc, elle prépare toute la bouffe à l'avance à Ville-Marie, puis elle va monter à Montréal avec la nourriture. Donc, c'est pour ça qu'elle a décidé de faire affaire avec le Provigo de Ville-Marie. Puis, je suis vraiment contente de pouvoir encourager une entreprise de la région, puis d'emmener un petit peu du Témiscamingue à Montréal pendant mon tournage. Puis, je vais mettre leur logo dans mon générique et tout. Donc, c'est vraiment cool. Ah, ben c'est vraiment super. Une belle implication de Provigo, de Ninolet. Ben écoute, en terminant, Gabrielle, peut-être un petit mot de la fin sur ton tournage qui s'en vient, les préparatifs, là, comment ça se passe là, à quelques jours là, de la réalisation? Ben, c'est beaucoup de petits détails à terminer et tout, mais en fait, vu que je le fais à l'université, c'est que j'ai pas juste ce cours-là dans la vie. D'autres cours, puis en fait, ben, la date de mon tournage arrive à peu près à la mi-session. Donc, je suis stressée pour mon film, mais en même temps, je suis comme stressée de faire les autres travaux que j'ai besoin dans mes autres cours. Donc, c'est un peu que je mélange les deux, mais pour ce qui est du tournage en tant que tel, pour ça va vraiment bien. En fait, à la minute près où est-ce que j'ai su que j'étais choisie, j'ai tout de suite commencé à préparer mon film. Donc, là-dessus, je suis quand même confiante, puis ça devrait bien aller. Puis, ça devrait bien aller. Puis ça va être quoi la suite là, après le tournage? Là, on peut s'attendre à voir des extraits de ce film-là à partir de quand? Ben, en fait, le montage devrait être terminé dans le mois d'avril. Donc, puis je vais probablement créer une petite bande-annonce aussi pour envoyer dans les festivals et tout. Fait qu'en avril, je devrais commencer à sortir un peu du visuel. Mais je vais probablement pas mettre le film en ligne immédiatement parce que il y a beaucoup de festivals qui veulent avoir l'exclusivité du film. Donc, quand c'est en ligne, des fois, ça t'enlève des chances d'être choisi dans le festival. Donc, je vais probablement attendre un petit moment avant de le mettre, mais c'est sûr que je vais mettre des petits extraits pour attiser l'attention. Et tout, fait que donc, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Gabrielle. On te souhaite bonne chance, puis on va suivre avec intérêt là, les développements de ce projet-là, mais aussi de tout le reste de ta carrière. Bien, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Le 25 janvier dernier se tenait le vernissage de la nouvelle exposition à la Galerie du Rift, une exposition qui met en vedette la Témiscamienne Édith Laperrière, qui présente les pieds sur terre, qui s'inspire de la ruralité de notre territoire. Un artiste de Rimouski, Ito Laila Lefrançois, présente pour sa part l'exposition « Toi et ta splendide laideur », des œuvres de grand format qui ont de quoi impressionner les visiteurs. Finalement, la vitrine découverte est réservée à l'artiste de North Bay, Cameron André Lamotte, qui présente des œuvres en lien avec la guerre froide. L'exposition est présentée jusqu'au 24 mars. TV Témis était sur place lors du vernissage. Voici notre reportage.
On a toujours l'espace découverte, donc c'est un espace qu'on laisse aux gens qui débutent leur carrière et qui présentent souvent leur travail pour la première fois. Donc on a Cameron André-Lamotte, qui est un artiste de North Bay, mais qu'on voit souvent ici, il vient souvent nous visiter, il connaît bien la galerie. Donc lui travaille à partir de photographies, de collages et des archives de la guerre froide. Donc il s'est comme intéressé à cet événement-là et il nous présente des photographies et collages à partir de cet événement-là. Dans la grande salle, nous avons la Témiscamienne Édith Laperrière, qu'on connaît bien son travail aussi. Elle nous présente des estampes, en fait, majoritairement de la sérigraphie, à partir de l'architecture qui est liée à l'agriculture, donc des silos, des granges abandonnées, donc des éléments iconographiques que nous, on est habitués de voir. Donc, c'est une exposition, en fait, qui parle de notre territoire, qui parle de chez nous, donc c'est très témiscamien là, comme thématique. Et c'est intéressant de voir son travail aussi évoluer dans les années, parce qu'elle a déjà exposé ici en 2016 aussi, donc c'est intéressant de voir sa continuité de son travail. Bien, moi, dans le fond, c'est vraiment la ruralité qui m'inspire vraiment beaucoup. J'ai fait une série sur les maisons qui sont dans les champs au Témiscamingue, il y a 2 ans. Puis là, cette année, j'étais vraiment inspirée par rapport à l'agriculture, les fermes, l'architecture, tout ça. Donc, c'est vraiment comme les détails puis le fait de voir ces paysages-là au quotidien que je voulais mettre en valeur. Parce que souvent, on les voit beaucoup, mais c'est comme si on les remarquait pas. Fait que je voulais vraiment mettre en valeur cette architecture-là. Moi, j'ai fait mon deck en art plastique au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. J'étais allée faire mon bac en art plastique à l'Université de Trois-Rivières. Je suis tombée en amour avec la gravure, la sérigraphie là-bas. Puis je suis revenue, j'ai travaillé à Rouen 4 ans, puis je voulais revenir au Témiscamingue pour revenir chez moi, là. Puis c'est ça, j'ai eu un emploi ici. Puis là, je continue de produire puis de mettre en valeur, dans le fond, la ruralité là, autour de moi. Bien, dans le fond, moi, ce que ça m'apporte, c'est que ça me permet de libérer ma créativité. Je suis quelqu'un de super créative. Dans le cadre de mon travail, je fais beaucoup de projets, mais plus en lien avec la communauté. Puis là, c'est vraiment comme personnel, là, la création artistique. Fait que j'aime beaucoup ça, puis ça me permet de laisser aller mon imagination, là. Il y a les sculptures d'Ito Laila Lefrançois, qui est une artiste de Rimouski. Nous, on l'a choisi par ses thématiques très sensibles, très personnelles, mais en même temps très universelles. Elle parle du corps, elle parle de la nature, la relation avec la nature. Et il y a une maîtrise technique là, qui est vraiment impressionnante au niveau du verre, du bois, du plâtre. Donc, il y a de la fourrure, il y a toutes sortes de textures là, que c'est vraiment intéressant à regarder. Au niveau du sujet, il y a parfois la mort ou une espèce de malaise corporel, mais exprimé avec des matières qui sont très séduisantes, comme le verre fondu. Donc, on est devant les œuvres et on se questionne à la fois, mais on est séduit par l'esthétique, la beauté des objets. Donc, elle a 7 pièces assez monumentales, donc qui prennent beaucoup d'espace. Donc, c'est super intéressant là, de se promener entre chacune d'entre elles et de voir le bon travail qui a été fait. Bien, moi, j'ai grandi au Bas-Saint-Laurent, puis ensuite, je suis partie étudier en art à Montréal. J'ai fait verre soufflé. Bien, en fait, c'est un deck en verre plus large de 3 ans. Ensuite, je suis allée faire un DEP aussi, un deck en sculpture à Québec, qui dure aussi 3 ans, où on touche le bois, le métal, la pierre, le moulage. Puis par la suite, là, je suis allée à Concordia, à l'université en beaux-arts aussi, puis c'est pas encore terminé. Pour moi, vraiment, ça rend chaque journée plus belle là, de travailler dans mon atelier, c'est ce que je préfère. Le processus, rencontrer des artistes, voyager, exposer partout au Québec, rencontrer des nouvelles régions, des nouvelles personnes, j'adore ça. Bien, je suis super contente parce que cette exposition-là, je l'avais présentée à la Galerie du Rift à Rouen. Puis, bien, comme c'est une exposition rurale, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir exposer chez nous au Témiscamingue, surtout que ça porte sur les bâtiments du Témiscamingue. Fait que je pense que les gens peuvent se sentir vraiment interpellés par ce thème-là. Le 31 janvier dernier, les 2 équipes témiscamiennes de la GMHL, les Pirates de Ville-Marie et les Titans de Témiscamingue, s'affrontaient de nouveau. Un duel épique où les partisans des 2 équipes en ont eu pour leur argent. Au final, les Pirates l'ont remporté 9-8. Voici le reportage de Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. C'est un match endiablé que se sont livrés les rivaux de la 101 le 31 janvier dernier. Une rencontre comme les aiment les amateurs de hockey. Un pointage serré, beaucoup de buts et de la robustesse à profusion. Il s'agissait du premier match avec les Pirates pour le nouveau venu Pierre-Olivier Bourque. Pour le reste, je ne m'attendais pas à ça. La foule, ils sont dedans, puis
ils veulent les victoires, puis ça donne le goût de leur en donner, justement. Puis il y a une rivalité que j'ai jamais vécue vraiment dans ma carrière avec cette équipe-là. Pour le vrai, c'est vraiment le fun. Puis, c'est motivant, puis ça donne le goût de se donner. Des fois, tu veux relâcher parce que la fatigue, bien, quand les partisans sont de même, c'est pas possible. Là. Tu veux leur donner ce qu'ils veulent, puis c'est encourageant. Bien, j'ai bien aimé son travail, surprenant, parce que depuis les fêtes, il n'a pas joué quand même beaucoup de parties, soit dans une ligue fédérée ou dans une autre ligue ou quoi que ce soit. Fait que c'est bien débrouillé, bien content, puis ça va être un bon atout pour nous autres. Ça a bien été, mais côté cardio, j'étais pas game shape pantoute, puis j'ai pas touché à la glace depuis que je suis parti du Junior 3, ni même une pratique. Fait que c'est sûr qu'il fallait que je m'adapte, mais le calibre, c'est un beau calibre. Je pense que mais que je reprenne ma forme, je vais avoir du fun dans ce calibre-là. Puis ça, je veux dire, c'est pas, ça joue bien. Puis il y a des bons joueurs dans la ligue, des gars avec des bonnes mains. Puis je pense que j'ai ma place là parce que je suis un joueur offensif. C'est sûr qu'à soir, j'ai décidé de un peu plus jouer physique. J'ai apporté ce que j'étais capable, mais je vais essayer d'apporter plus d'offensive à l'avenir. L'entraîneur Alain Mercier a dû composer avec des effectifs réduits, alors que seulement 2 défenseurs réguliers étaient en uniforme. C'est sûr que là, avec seulement 2 défenseurs réguliers, en ayant Saint-Fleur blessé, avec Joss Labelle aussi, Bondreuil suspendu également. Donc, on avait des attaquants quand même comme Arpin, Paquin avait joué un petit peu à défense, Boire est capable de faire le travail, ainsi de suite. Écoute, je lève mon chapeau, on ne peut pas leur reprocher grand-chose à ces gars-là, c'est des attaquants. On est obligé de jouer avec ça, à composer avec ça à défense, mais ils ont fait quand même une job. Ça n'a pas été facile, mais ils ont fait quand même une job. Je pense que surtout en troisième, mais les gars sont plus repliés défensivement pour donner un coup de main à ces gars-là en plus. En début de match, l'action se déroule principalement dans le territoire de Ville-Marie. C'est toutefois les Pirates qui inscrivent le premier but du match. Un but en avantage numérique d'Hugo Blum. Quelques instants plus tard, un beau jeu de passe conduit au but de Cédric Terrien, qui en ajoutera un deuxième peu de temps après la reprise du jeu. Les Titans n'abandonnent pas et reviennent en force pour inscrire 2 buts avant la fin de la période. Les Pirates sont en avance par un but après 20 minutes. Lors du second engagement, un lancer de derrière le filet de Justin Rivet trompe la vigilance du gardien des Titans. Témiscamingue crée ensuite l'égalité avant de prendre les devants dans le match pour la première fois. Avec moins de 4 minutes à faire à la période, Cédric Terrien complète son tour du chapeau. Puis, alors que les Pirates ont un homme au cachot, les Titans marquent un autre but. C'est 6-5 en faveur des Titans après 40 minutes de jeu. La troisième période offre du jeu excitant. Dès les premières minutes, les 2 équipes marquent à tour de rôle. Pendant la période, l'entraîneur Mercier retire le gardien Jean-Mathieu Ouellette au profit de Giulio Costa. Yeah, it's never easy to enter the game late after our goalie get pulled for a couple of goals. And it's never easy. The pressure was huge because the Titans are our rivals, and the game was really close. We were down 8-6, so yeah, it's never easy. The pressure, you can feel it at the goalie. You can feel it, but I just try to stay calm and just play it out, have fun with it. I trust my teammates, so I know how they play, and I just went with it, and I just wanted to stay calm. I knew I could pull it off. So depression was on, like at the end of the day, it's just not a big pressure thing. A lot of people come to see our games. That's not a common thing for our league. We have like 500 to 800 people every game, and there's teams that barely have 100 people, 50 maybe. So I love it. The atmosphere is great. People love it too. In the town, it's great too. And I have fun playing here. Les Pirates concrétisent leur victoire en marquant 3 buts consécutifs. Tout d'abord, Sonny Boire réduit l'écart à 1 but, alors que l'action se déroule à 4 contre 4. Une minute plus tard, Vincent Blanchette égalise la marque à 8-8, avant de voir Cédric Terrien jouer les héros en marquant son 4e but de la rencontre pour donner la victoire à son équipe. Les Pirates l'emportent 9-8. Bien, je te dirais que les 2 premières périodes, on ne s'est pas présenté. Écoute, il faut que tu te présentes avec le line-up qu'on a depuis les fêtes. On n'est pas. Faut se présenter, il ne faut pas juste se fier sur le talent. Le travail il compte pour beaucoup.
Fait que là, après la deuxième, on lui a dit, là, c'est rien qu'une question de travail, c'est pas une question de système ou quoi que ce soit. De travailler, commencer par travailler, puis courir à pogner le puck, gagner les batailles un contre un, puis après ça, ben, là, ça va venir. Fait que le résultat, il est là. Un reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Selon un article de la journaliste Tania Neveu publié sur le site de ICI Radio-Canada Régional, la ville de Témiscamingue souhaite faire face aux enjeux économiques spécifiques vécus dans le sud du Témiscamingue. L'administration et les élus ont mis sur pied il y a 6 mois un plan d'action très ciblé. La ville est d'avis qu'avec les emplois à pourvoir chez Ryanair et l'arrivée du Parc national d'Opémican, la conjoncture économique est idéale pour développer de nouveaux projets. Selon le dernier recensement, la ville de Témiscamingue est en bonne posture, une légère hausse démographique, le rajeunissement de sa population et un indice de vitalité économique qui a doublé depuis 10 ans. Le directeur du développement économique, François Harrison, croit qu'il faut saisir ces opportunités. De son côté, le maire de Témiscamingue, Yves Ouellette, estime que sa ville est une société distincte dans le Témiscamingue, entre autres parce qu'elle est mono-industrielle. D'ici les 5 prochaines années, les efforts de la ville seront mis sur le développement économique, l'augmentation démographique, le tourisme et les services aux citoyens. Des actions du plan stratégique ont d'ailleurs déjà été réalisées, comme celle d'offrir un accès 24 heures sur 24 à la salle d'entraînement municipale. Parmi les autres actions envisagées par la ville, il y a celle d'offrir des incitatifs à l'achat d'une maison. Témiscamingue souhaite attirer 30 nouvelles familles d'ici 2023, un objectif semblable à celui du plan stratégique du Témiscamingue. Aussi, un autre article de la journaliste de Radio-Canada, Tania Neveu, explique que Témiscamingue veut attirer les futurs employés de Ryanair à s'y établir plutôt qu'à North Bay. Coûte-t-il plus cher de vivre à Témiscamingue au Québec ou à North Bay en Ontario, 2 villes séparées par une 60aine de kilomètres? C'est ce qu'a voulu savoir la ville de Témiscamingue. Elle a commandé une étude comparative auprès d'une firme comptable. Plusieurs éléments ont été analysés, dont l'immobilier, le taux d'imposition, les taxes, les droits de scolarité, les garderies et les assurances. L'administration municipale et les élus souhaitent prouver aux futurs employés de Ryanair que la vie est moins coûteuse à Témiscamingue. Le maire de Témiscamingue, Yves Ouellette, cite en exemple la RAMQ qui rend l'assurance automobile beaucoup moins coûteuse au Québec qu'en Ontario et les coûts d'électricité en Ontario sont 3 fois plus chers qu'au Québec. Le scénario du ménage type a été étudié, soit un couple, 2 enfants, 2 voitures et une maison d'une valeur moyenne dont le revenu familial annuel est de 100 000 $. Dans ce cas, sur une base annuelle, vivre à Témiscamingue coûterait près de 20 000 $ moins cher qu'à North Bay. Actuellement, le complexe de Témiscamingue emploie 700 personnes, dont plusieurs ont fait le choix d'habiter à North Bay. L'étude sera rendue publique dans quelques semaines et la ville souhaite en remettre une copie à tous les futurs employés de Ryanair. Parler du suicide sauve des vies. Voilà le thème de la 29e Semaine nationale de prévention du suicide du 3 au 9 février. Plusieurs activités sont prévues un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. Et pour le Témiscamingue, 3 bandes dessinées ont été créées pour montrer comment recevoir les confidences d'un proche. Vous pourrez voir ces bandes dessinées sur des napperons dans la plupart des restaurants du Témiscamingue. Pour la directrice du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, Linda Clouâtre, parler du suicide sert beaucoup à la prévention. En entrevue avec le journaliste Philippe Doherty de CKVM-FM, Mme Clouâtre a indiqué que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de promotion et de sensibilisation et on en voit les résultats sur le terrain. Selon elle, il faut continuer à s'outiller, à en parler, à être ouvert pour recevoir les confidences des proches, à connaître les ressources du milieu qui vont pouvoir nous aider parce que dans tous les milieux, selon elle, il y a des intervenants qui sont capables de nous aider. Elle rappelle que l'Abitibi-Témiscamingue détient l'un des taux les plus élevés par suicide dans la province. Selon les données les plus récentes de l'Institut national de la santé publique, il y a eu plus de 1000 suicides dans la province en 2016. Le taux serait d'ailleurs 3 fois plus élevé chez les hommes que les femmes. Pour avoir plus de détails, nous vous invitons grandement à visiter la page Facebook de l'Association québécoise de prévention du suicide. C'est le www.aqps.info. Des groupes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue ont rencontré la semaine dernière la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilie Lessard-Terrien, pour discuter des enjeux qui touchent le milieu communautaire.
Tel que décrit par le journaliste Boualem Majouti de ici Radio-Canada Régional, il s'agit de la concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue, la CROCAT, du regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda, le ROC-RN, et de la Corporation de développement communautaire, la CDC du Témiscamingue. Les représentants souhaitent un meilleur financement des organismes communautaires pour continuer à offrir les services aux citoyens. Ils ont également rappelé 2 revendications qui leur tiennent à cœur. La coordonnatrice du CROCAT, Marie-Ève Duclos, rappelle qu'il existe un document, une politique gouvernementale qui date de 2002 de reconnaissance de l'action communautaire et qui n'est toujours pas reconnue par tous les ministères et que les organismes souhaitent que le gouvernement respecte cette politique. Elle ajoute aussi que les discussions ont également porté sur les compressions budgétaires et que les organismes communautaires souhaitent que le gouvernement cesse les coupures et les compressions. Selon la page Facebook de la CDCT, les organismes présents ont fait le tour de leurs principales structures en termes de liens, de partenariats, de réseaux et de membres. De plus, plusieurs groupes ont même eu le temps de présenter des bons coups réalisés dans la dernière année. Plus de 120 personnes ont pu récemment visiter la 4e maternité porcine des fermes boréales située à Sainte-Eugène-de-Guigues. Les installations accueilleront 2360 truies et 10 verras dès le 11 février. Selon les informations recueillies par la journaliste Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, l'entreprise Olimel a voulu montrer aux élus, aux familles des employés et à ses partenaires toute l'ampleur d'un projet comme celui des fermes boréales. Le directeur principal de la production porcine pour l'Est du Canada, Étienne Hardy, a expliqué qu'il est important de faire connaître le projet, même si Olimel est déjà établi au Témiscamingue depuis 2016. Un projet comme celui-ci représente un investissement de 11 millions de dollars. Le contrat de construction a été donné à une entreprise locale, CFR Construction, un projet majeur pour l'entrepreneur général Francis Roy, qui a déployé une trentaine d'employés pendant plus de 10 mois. Le projet des fermes boréales a permis l'embauche d'une 50aine de personnes. Étienne Hardy estime que son entreprise affronte aussi la pénurie de main-d'œuvre, précisant que jusqu'à maintenant, il réussissait à recruter au Témiscamingue des gens locaux, mais que depuis 3 mois, des travailleurs étrangers ont été intégrés dans les établissements. La construction d'une 5e maternité porcine au Témiscamingue est toujours dans les plans de l'Imel. Les pourparlers se poursuivent pour déterminer l'endroit où cette dernière installation sera implantée. Le pôle d'économie sociale d'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé sa nouvelle identité organisationnelle. L'organisation se fera désormais connaître sous l'appellation Espace Entrepreneuriat Collectif Abitibi-Témiscamingue. Louiselle Luneau, présidente de l'Espace Entrepreneuriat Collectif AT, a indiqué que la décision du changement d'appellation a pour explication que la raison d'être de l'organisme soit plus claire aux yeux de la population en général, mais aussi auprès des entreprises collectives de l'économie sociale elles-mêmes. Cet automne, la réflexion entourant le changement de nom a été alimentée par un exercice de validation auprès de la population concernant divers concepts liés à l'économie sociale. Réalisé par la firme CC Consultant, l'exercice est venu confirmer que l'énoncé « entrepreneuriat collectif » comporte moins de préjugés négatifs que celui d'économie sociale, tout en se rapprochant davantage de la réalité vécue par les organismes et les OBNL marchands que représente cette organisation-là. Bien que l'organisme continuera de parler d'économie sociale en général, l'idée est de mettre en relief le volet entrepreneurial que vivent ces organisations au quotidien. Par ailleurs, mentionnons que l'arrivée du pôle d'innovation régionale d'Abitibi-Témiscamingue, le Pirate, a également contribué à enclencher ce changement afin d'éviter toute confusion avec ce nouvel organisme. Voici en quelques mots quelques informations sur la nouvelle appellation de l'espace entrepreneuriat collectif Abitibi-Témiscamingue. Le mot « espace » a été choisi pour illustrer un lieu d'échange, de réseautage et d'apprentissage inclusif et mobilisateur. Entrepreneuriat collectif évoque davantage le fait de faire des affaires dans un but collectif pour le bénéfice de tous. Plusieurs organismes du Témiscamingue sont membres du pôle d'économie sociale, maintenant Espace Entrepreneuriat Collectif Abitibi-Témiscamingue. Notons entre autres le Centre Amitié Témis, le groupe Image, la Friperie du Nord, les Ateliers Camille, le Rift et TV Témis. Selon un article publié sur ici Radio-Canada Régional, la Première Nation de Longue-Pointe accueille positivement la réélection de Ghislain Picard au poste de chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, l'APNQL. Le chef de la communauté, Steve Mathias, croit qu'avec son expérience, Ghislain Picard fera progresser les revendications des Autochtones. Rappelons que Ghislain Picard a obtenu un nouveau mandat de 3 ans la semaine dernière en l'emportant sur son seul rival, devrais-je dire, Gilbert Dominique.
Le Club VTT du Témiscamingue publiait un message important sur sa page Facebook dû à la quantité de neige tombée cet hiver et au manque de temps pour organiser les courses de VTT sur neige. Le conseil d'administration a pris la décision de faire relâche et d'annuler l'événement pour cet hiver. Le Club VTT du Témiscamingue remercie bien sûr la population pour sa compréhension et indique que le dossier est à suivre pour les années prochaines. Le Barbe-Brou Pub de Ville-Marie était fier de présenter sur sa page Facebook les détails entourant une collaboration avec l'artiste et comédien Martin Héroux. Parce qu'elle aime vraiment son travail, l'équipe du Barbe-Brou a demandé à Martin Héroux d'utiliser une de ses œuvres pour une nouvelle bière et l'artiste a dit oui. Ainsi, Don Quichotte quitte sa toile et voyagera à travers le Québec sur les bulles de la nouvelle IPA du Barbe-Brou. Nous vous invitons à ne pas manquer l'émission La soirée est encore jeune, diffusée le samedi 16 février à la première chaîne de ici Radio-Canada. Une des invitées de l'animateur Jean-Philippe Vautier sera la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien. Il y aura aussi des rediffusions de cette émission. Visitez tout simplement le site web de Radio-Canada Première pour avoir plus de détails. Et voilà ce qui conclut Info Témis pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Continuez à suivre notre page Facebook pour être à l'affût de ce qui se passe dans notre quotidien. Aussi, visitez notre site web régulièrement pour avoir tous les détails de notre programmation et avoir accès aussi à nos émissions en archives. C'est à l'adresse temis.tv. À bientôt! Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.